Mesdames, Messieurs, chers publics, chers orateurs, chères familles du public, chers jurés, bienvenue à l'édition 2024 de la demi-finale genevoise, c'est-à-dire le concours genevois d'éloquence. Péisso, la déesse de la persuasion grecque, plane depuis désormais 15 jours, peut-être un peu plus, peut-être depuis ses présélections, auxquelles 30 cœurs, 60 poumons et beaucoup d'ambition ont participé. Sur ces 30, il n'en reste que 8. 8 valeureux et grandioses orateurs qui ce soir se déclameront à la lueur de leurs flammes. Et quand je vous vois, quand je vous regarde, je ne peux être que pris d'un peu d'émotion. Moi aussi, j'étais à leur place, il y a maintenant 1 an, à la demi-finale du concours genevois d'éloquence, stressé comme je pouvais l'être, horripilé de savoir que je n'aurais que 6 minutes pour parler, 6 minutes pour livrer toute une vie d'émotions, 6 minutes pour livrer tout ce que j'avais à dire, et pourtant, 6 minutes durant lesquelles personne ne me coupe. 6 minutes durant lesquelles tous restent suspendus à mes lèvres. Que je sois éloquent ou non, que je sois fort ou non, que j'ai pu être faible dans le passé ou que je le sois dans le futur, qu'à un moment donné, j'ai été lâche ou j'ai été courageux. Toutes les frasques des émotions humaines, je les portais en mon cœur et c'est à ce moment-là, devant cette salle, qu'aujourd'hui vous composez, que l'année dernière un autre public composait, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, depuis 6 années désormais. 6 années durant lesquelles nous avons prouvé à Genève, à la Suisse, au monde, que le lien social n'est pas mort. 6 années durant lesquelles nous prouvons et nous prouverons encore que la jeunesse genevoise a des talents culturels, a un cœur qui vibre et qui permet enfin de faire valoir auprès du monde, auprès de ceux qui importent parfois, auprès d'une seule personne, des fois, que nous avons le talent, que nous avons le cœur, que nous avons l'art et l'émotion pour réussir à parler en public et surtout à oser parler en public. La parole est quelque chose d'extrêmement complexe. Beaucoup n'arrivent pas à la trouver. Les frasques de la vie font que parfois elle est difficile. Nous nous disons peut-être parfois que nous n'avons rien à dire. Mais si nous n'avons rien à dire, parlons-en. Et ce soir, sur 4 sujets, avec 8 orateurs, 3 jurés émérites et une salle qui n'est peut-être pas comble, mais qui est extrêmement bien fournie, car je vous vois tous et je vous ressens déjà. Ce soir, le club genevois de débat est fier de proposer la demi-finale genevoise, j'ai nommé le concours genevois 2024. L'éloquence est une chose, le théâtre en est une autre, l'art oratoire aussi, mais ces résolutions, ces volutions, ces moments de partage ne pourraient pas être réels, ne pourraient pas naître sans nos magnifiques et précieux sponsors. Car nous sommes une association d'étudiants, nous reposons sur les efforts de bénévoles et ce n'est que par la grâce de certains donateurs que nous pouvons organiser ce genre d'événement. Je remercie donc la commune de Gentot, la commune de Vendeuvre, la commune de Satigny, la commune de Bernay, la commune de Cologny et la commune de Meignier, qui prouvent encore une fois que les organes étatiques ne sont pas détachés des jeunes gens et surtout de l'art. Et je remercie aussi la commission de gestion des taxes fixes qui fait toujours son travail pour l'Université de Genève et pour permettre aux étudiants de prouver leur talent devant tous. Et enfin, je remercie expressionorale.ch pour nous accompagner ce soir, un autre club, une autre entreprise de promotion de la parole qui, je sais, dans le futur, réussira à grandir. Je laisse désormais la parole à la vice-présidente Ibatala Abli, qui vous fera bien plus rire que moi.
Comme le disait Thomas, aujourd'hui on accueille Expression Orale et du coup qui sont venus challenger ce concours. Nous avons donc invité un jury d'exception, brillants par leur expertise et leur talent, architectes de la parole, techniciens de l'éloquence. Ils pourront départager ce soir nos 8 orateurs et oratrices que je vous demande d'applaudir, ces orateurs et oratrices qui se sont démarqués parmi 30 candidats. Applaudissez-les s'il vous plaît. Pour le jury, on a tout d'abord Monsieur Ziad Elmaï, tourbillon de talent genevois, comédien de profession adoué par les cours Florent. Vous l'avez sûrement vu dans un film ou une vidéo, qui sont d'ailleurs très bien notés sur IMDb, je suis allée voir. Et voilà, j'ai fait beaucoup de recherches ce soir en fait, et j'ai aussi trouvé que Ziad Elmaï avait écrit un livre-jeu sur l'Escape Game, disponible à la FNAC si vous voulez l'acheter. Et il nous permet aussi de partager son talent avec vous, vu qu'il est aussi coach chez Expression Orale depuis maintenant 2016. Et voilà, applaudissez-le s'il vous plaît. Monsieur Ziad, est-ce que vous avez un mot pour nos orateurs et nos oratrices ? Non, rien en particulier, simplement, vous avez vu un peu l'ambiance chez les jeunes. Amusez-vous, laissez le stress tranquille, prenez du bon temps, on va s'amuser. C'est quand même très très sérieux. Et il y a beaucoup d'enjeux. Mais amusez-vous quand même. Merci beaucoup. Ensuite, on a Maître Tamim Mahmoud, avocat au barreau de Genève, maître de sa propre étude et lauréat au concours d'éloquence Démosthène, Nanceau, le concours d'art oratoire sur les droits humains et bien plus encore. Et à Genève, ce n'est plus un secret, Tamim, dans chaque conversation, est accompagné du mot éloquence. Fondateur d'Expression Orale avec Ziad, lui aussi accepte de partager son talent ce soir d'art oratoire et de juger nos candidats. Monsieur Maître, est-ce que vous avez un mot pour nos candidats ce soir ? Je sens un public bienveillant, sachez que le jury aussi est bienveillant, donc prenez du plaisir. On dirait un mensonge, mais on vous applaudit quand même. Et bien évidemment, Maître Mitra Sorabi, avocate chez Kepler Avocat, terreur des Berriers, lauréate de nombreux concours d'éloquence, c'est une plaideuse aussi talentueuse qu'engagée. Co-présidente de l'association Femmes, Vie, Liberté, sa voix résonne bien au-delà des assemblées et des amphithéâtres, et elle fait partie des rares personnes qui utilisent encore leur voix pour appeler à l'action notre société. Maître, est-ce que vous avez un mot pour nos candidats ? Merci beaucoup. Les sujets qui ont été proposés aux candidats, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, citation d'Alfred de Musset, qui est aussi le nom d'un bar à Genève, que je ne connais pas, mes parents regardent, et tous ceux qui auront ramé à la fin auront gagné, d'Aya Nakamura. Citation qui n'a pas été choisie par nos candidats, mais je tiens quand même à la mentionner parce que c'est moi qui ai choisi cette citation. Qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage de Molière et l'ordre n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Je ne sais pas si certains d'entre vous voient un peu d'où vient cela. Si vous vous baladez sur la plaine de Plain-Palais, c'est l'énorme panneau que vous voyez qui luit la nuit. L'ordre n'a pas d'importance. Parce que ce concours est genevois et qu'on a envie de parler de Genève. Les règles à présent du concours. 6 minutes. 6 minutes de temps absolu. À partir de 5 minutes 30, quelqu'un du comité toquera discrètement pour faire signe à nos candidats qu'il s'agirait de conclure. À la fin des prestations des candidats, le jury sera invité à poser une question qui a soit le but d'approfondir le discours ou bien de déstabiliser nos candidats. Ce soir, forme et fond seront jugés. Et à la fin de toutes les prestations, le jury sera invité à se retirer à huis clos pour établir son classement. Et c'est là que le public rentre en jeu. Vous avez un rôle à jouer ce soir. 3 candidats doivent occuper le podium.
Ce podium sera calculé en fonction du classement du jury ainsi que le classement du public. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec l'Eurovision. C'est une espèce de pondération en fait des deux notes. Une pondération à 2/3, avec 2/3 pour le jury et 1/3 pour le public. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la première place du classement du jury obtiendra 65 points. Si cette personne occupe la 5e place chez vous, cher public, eh bien, il y aura 10 points qui s'additionnent. Vous faites les maths, 65 plus 10, ça fait 75 points au total pour la personne. Je tiens à dire 75 en fait. Bref, mais comme on est à Genève, 75. 75 points du coup au total pour cette personne. Et à partir du coup de ces pondérations, on aura un classement final. À la fin, comme je l'ai dit, il y a 3 personnes. On propose à ces 3 personnes soit de représenter les Genève au concours roman d'éloquence, soit de représenter la Suisse entière à Eloquentia Paris, qui est un très très grand concours d'art oratoire où les pays du monde entier sont représentés. Applaudissez-les. À la fin, du coup, on affichera un QR code. Donc si vous voyez que le jury se retire, n'allez pas en pause clope, vous avez votre rôle à jouer et on compte vraiment sur vous. Et les orateurs et oratrices comptent également sur vous. Mais j'ai déjà beaucoup parlé, alors place maintenant au clou du spectacle et aux bijoux de ce soir. Tout d'abord, la première candidate, Anastasia Fossati, est actuellement en 3e année de bachelor en droit, avec un aménagement sportif d'élite. Parce que notre oratrice est également ballerine de haut niveau. Habituée au club de débat qu'elle a représenté vaillamment à la Coupe de France, ce soir, ce seront ces mots qui auront la grâce de la danse. Mesdames et messieurs, Anastasia Fossati. Cher jury, mesdames et messieurs, laissez-moi tordre le cou au désordre, parce qu'un monde sans ordre n'existe pas. Je suis Marie Curie, sans jamais avoir étudié la physique. Je suis Serena Williams, sans jamais avoir tenu une raquette entre les mains, sans jamais avoir fait de grand chelem. Je suis Gisèle Halimi, sans jamais avoir combattu pour le droit des femmes, parce que, dans ce monde, l'égalité des sexes est une évidence. Et vous, qui êtes-vous? Je vois dans la salle chacune des figures de l'histoire. Il y a ici César, qui n'a jamais traversé le Rubicon, qui n'a jamais adopté Brutus. Je vois également Voltaire, qui n'a jamais appris à lire ou à écrire. Picasso, qui ne s'est jamais saisi d'un pinceau. Pascal, qui n'a jamais pensé. Je vois à gauche Simone Veil, qui n'a jamais cherché à comprendre ce qu'était la douleur de l'avortement. Je vois Robert Badinter plaider contre la peine de mort sans jamais avoir été avocat. J'aperçois au fond de la salle Mozart, qui n'a jamais appris le solfège ou touché le clavier d'un piano. Il y a aussi Shakespeare, qui n'a jamais mis les pieds au théâtre. Et je vois Newton découvrir la gravité sans jamais avoir laissé tomber d'objet. Je vois Martin Luther King, qui n'a jamais eu de rêve, et Jean Moulin mourir en martyr sans jamais avoir résisté pour la liberté et la justice. Mais je vois aussi ces enfants, qui sont déjà astronautes, pilotes de ligne, avocats, médecins, vétérinaires, chercheurs ou ingénieurs, à seulement 8 ans, parce que dans ce monde, ils sont ce qu'ils veulent être, sans que l'ordre n'importe. De ce côté, un couple se marie, fonde une famille, sans s'être d'abord aimé, sans s'être même jamais parlé. Je vois un monde où les femmes avortent après avoir accouché, où les médecins opèrent avant d'avoir trouvé la maladie, où l'on enterre les gens avant leur mort, un monde où les peines sont exécutées avant que les crimes soient commis. Je vois ce monde où l'on obtiendrait notre bachelor avant d'avoir passé les examens. Il y a partout des chefs-d'œuvre intemporels qui ne sont pas nés du travail, des échecs et de la souffrance qui ont construit les artistes. Il y a aussi des pays, des États, des peuples, des civilisations qui ne sont pas le fruit d'une histoire, d'une culture forgée pendant des milliers d'années. Je vois Icare dans les cieux se brûler les ailes
alors que Dédale ne les lui a jamais construites. Bon, j'en termine avec la démonstration par l'absurde, car recourir trop longtemps à l'ironie fait un peu désordre. Mais je voulais vous dire que, sans ordre, vous ne vous brûlerez jamais les ailes, car vous n'aurez jamais pu voler. Je reviens rapidement sur l'intitulé de mon sujet. L'ordre n'a pas d'improtnasae. Vous n'êtes sûrement pas sans remarquer que quelques lettres du mot « importance » ont été inversées. Pourtant, nous arrivons toutes et tous à lire le mot. Certains me diront alors que l'ordre des lettres n'a pas d'importance. Mais je leur répondrai que c'est justement parce que le cerveau tient compte de l'ordre habituel des lettres qui composent les mots, qu'il habitue aux façons canoniques d'écrire les mots, qu'il s'appuie sur les règles de l'orthographe, de la grammaire, qu'il peut en tirer, malgré tout, le sens des mots. Et ce n'est certainement pas parce que l'ordre des lettres n'aurait pas d'importance. Chers juges, cher public, j'ai à présent une petite question à vous poser. Soyez bien attentifs. Contredira-t-on la plume reine? Je répète, contredira-t-on la plume reine? Je vois dans vos regards une lueur d'incrédulité. Pourtant, la question que je vous pose est la même que celle que je traite. Oui, la même. Si vous deviez croire un instant que ma position n'est pas la bonne, alors vous seriez nécessairement dans l'erreur. Car oui, la question « Contredira-t-on la plume reine ?» est l'anagramme de la formule « L'ordre a-t-il une importance ?» Et exactement les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Vous n'aviez pas compris qu'il s'agissait de la même phrase? Alors, la preuve est faite. Il convient d'admettre que l'ordre importe un peu tout de même. Si vous ne comprenez pas le sens de mon discours, c'est parce qu'il est dans le désordre. Je voulais le faire dans le bon ordre, mais j'ai tout emmêlé. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots, mais dans le mauvais ordre. J'ai mis les exemples avant l'argumentation, l'exorde après la péroraison, des arguments par-ci, par-là. Je vous laisse alors démêler les fils de la discorde, car à trop tordre le cou à l'ordre ou au désordre, ce discours me donne du fil à retordre. Et je préfère me taire quand j'ai encore raison, avant de prononcer la phrase qui pourrait me donner tort. Vous me pardonnerez alors de me contenter de répondre à la question en incarnant la contre-preuve par l'exemple. Et puis, après tout, avant le premier cri, ce qui précède est l'absence de bruit. Alors, quitte à faire les choses dans l'ordre, et pour suivre le cycle de la vie, je terminerai par un silence d'ordre. Merci beaucoup. Est-ce que vous ne trouvez pas que si tout était dans l'ordre, la vie serait un peu ennuyeuse? Vous avez dit que vous essayez de démêler le fil de la discorde. C'est finalement ça, le challenge de la vie, c'est de remettre les choses dans l'ordre. Comment est-ce que vous répondez au fait que ce serait un peu ennuyeux si tout était vraiment comme ça? Alors, cher juge, je vous suis reconnaissante. Vous m'avez comprise et écoutée, et après avoir entendu mon discours, un discours absurde, vous avez décidé de poser une question qui allait dans le même sens. Évidemment, dans mon discours, j'ai énoncé toutes ces figures qui sont en quelque sorte des fauteurs d'ordre. Mais afin de faire n'importe quoi dans la vie, je pense, il faut avoir un certain ordre, même si c'est pour créer le désordre. Merci. Actuellement en 3e année de bachelor de droit à l'Université de Genève,
Elle a trouvé son intérêt pour la rhétorique l'année dernière lors d'un cours obligatoire. Et c'est tout de suite devenu un échappatoire pour elle, car elle peut laisser libre cours à son éloquence sans se soucier du jugement des autres et de vous autres. Mesdames et messieurs, Alice Gamblin. Ivrognerie ou extase mystique, griserie heureuse ou vertige douloureux. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, disait Alfred de Musset. Exaltation des sens, d'un sentiment profond, à tel point de perdre la raison, ne serait-ce qu'un court instant. L'ivresse des passions est une vive sensation d'euphorie parfois. L'ivresse des sens, l'ivresse sentimentale est autant de façons d'être en amour, de se connaître, de se séduire, de s'aimer. Que ce soit dans le vin ou dans l'amour, on peut pécher par défaut ou par excès, connaître l'apothéose ou bien quelques désillusions. Ne parle-t-on pas parfois de l'ivresse de l'amour? Pour Platon, l'ivresse, l'amour est une forme d'ivresse ô combien ambiguë, à la fois merveilleuse et dangereuse. S'évader pour mieux se retrouver. L'ivresse de vin ou d'amour est l'art de se décentrer par rapport à la banalité, au tragique du monde qui nous entoure. Aussi déchéante soit-elle, l'ivresse est une inspiration créatrice. Inspiration créatrice car elle permet à l'homme de retrouver sa dignité et de rendre meilleure sa réalité. Ivre de création, ivre de sensations, ivre d'émotion, ivre d'exaltation, qu'importe l'écorce, pourvu que le sentiment nous emporte avec force. Sans doute, celui qui juge un livre à sa couverture n'a pas bien perçu la nécessité d'aller creuser. Creuser afin d'aller trouver l'ivresse et de ne pas rester figé sur le flacon. Peu importe que l'être aimé soit parfait ou non, tant que l'amour qui en découle l'est. L'apparence n'est pas sans importance, mais importe peu. L'apparence ne détermine pas une personnalité. Toutefois, cela est indéniable. La beauté attire. La beauté fascine. La beauté séduit. En revanche, séduire ne veut pas dire construire. Construire se base sur des racines, vous l'aurez compris, qui vont au-delà du flacon. Ce sont les qualités qui sont aimées chez une personne et pas la personne elle-même. Le paraître est bien moins essentiel que l'être. L'amour véritable n'est pas aveugle, il est bien lucide car l'authentique magie entre deux individus s'inscrit dans la lecture émotionnelle de deux âmes, celle-ci se paralysant et s'harmonisant. Voici le véritable pouvoir de l'ivresse sentimentale. Il est vrai que le flacon peut être à première vue attirant. En revanche, construire un amour sur une apparence est illusoire, et vous le savez. Illusoire car, à un moment ou à un autre, la lucidité reprend le dessus, et c'est la connexion entre deux âmes qui prévaut. Pensez à Cyrano de Bergerac. Pensez à ce pauvre poète qui croit que sa laideur le rend indigne de l'amour. Pensez à cet homme qui, à travers ses lettres, souffle des déclarations d'amour pour sa dulcinée et pour le compte de son protégé. N'est-ce pas là une belle leçon d'humilité? Vous l'aurez compris, si l'amour est en apparence une ivresse, il est intérieurement une lucidité. Intérieurement une lucidité, car si la connexion entre deux âmes ne se fait pas, alors cela ne peut fonctionner. Roxane est trompée, manipulée. Roxane est déboussolée, décontenancée par l'ivresse d'un amour trompeur, d'un flacon vide, bien trop attirant. Si elle est attirée par le flacon de Christian, elle est en réalité ivre des mots, ivre du cœur de Cyrano. L'ivresse des sens n'a d'égal que l'ivresse des mots. Par l'ivresse des mots de Cyrano, l'ivresse des sens se décuple chez la jeune femme. Sublime beauté intérieure de Cyrano. Éphémère beauté extérieure de Christian. L'amour qu'un être éprouve ne vient pas de la beauté, mais de la grandeur d'âme. Les valeurs et la morale humaine sont plus importantes que les apparences. L'ivresse passionnelle est de ces états limites où
poésie et folie se côtoient, où la raison s'aiguise au risque de se perdre. Et c'est précisément l'amour intérieur vrai qui défait la jeune femme de cet amour vain. Toutefois, je vous l'accorde, l'accession à l'ivresse de sentiments ne nous épargne guère de la prison des passions. Toutefois, l'ivresse est cette faculté de métamorphoser la présence au monde de celui qui s'enivre, que cela soit de vin ou d'amour. Et comme le disait très justement Baudelaire, il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Mais ivre de quoi? De poésie, de vin, d'amour ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous, disait-il. La véritable ivresse en amour, c'est lorsque la passion s'invite au comptoir du désir et que, sans même hésiter, vous lui offrez un dernier verre. Nous voyons, si on reprend l'exemple de Cyrano de Bergerac, finalement on voit qu'à première vue, Roxane s'arrête sur l'apparence de Christian. Mais finalement, ce qui joue et ce qui a une importance majeure et même, je dirais, cruciale, ce sont les mots de Cyrano. Elle tombe amoureuse par les mots, par l'écrit de Cyrano. Et les mots peuvent être plus forts que l'apparence. C'est véritablement... Nous aimons une personne pour ce qu'elle est, ce qu'elle reflète, et donc également par ses mots. Merci. Diplômée en relations internationales, actuellement en 3e année de bachelor en droit, ce qui anime les ambitions de Cyrine, c'est le droit spatial. Vous la croiserez sûrement à l'EPFL ou à la NASA, après une de ses conférences où elle a été intervenante. Férie de débat, être son amie, c'est également s'attendre à être constamment défié par son argumentaire sans faille. Merci de l'applaudir très fort. En définitive, et pour conclure, ce discours en désordre qui touche à sa fin, accepter que l'ordre n'ait pas d'importance, c'est de se voir dans toute sa vulnérabilité, dans toute la légèreté de son sensible. C'est d'accepter son désordre intérieur et que celui-ci s'exprime par une parole tout autant désordonnée. L'ordre n'a pas d'importance, c'est le désordre qui en a. Et je vous le demande, n'est-ce pas agréable pour un instant de céder et de considérer avec résilience son désordre intérieur? Dans un deuxième argument, j'aimerais que nous nous intéressions à la relation entre ordre et désordre. L'ordre est ce qui satisfait méthodiquement à l'exigence de l'esprit. De l'ordre ressort l'intelligible, c'est ce qui fait appel à un rapport intelligent. Le désordre, lui, serait associé au sensible et par définition à la vulnérabilité. À la question de savoir ce qui nous déplaît face au désordre, la réponse semble être ce que le désordre révèle de nous. Un fonctionnement qui peut être troublé. Dans ce discours en désordre qui s'est ouvert sur la fin et se fermera par un début, je décide alors un instant d'accepter le désordre et devant vous, de me rendre vulnérable. Force est de constater qu'il nous faut des moments où l'ordre n'a pas d'importance, où l'acte ne satisfait pas à l'exigence de l'esprit, mais à la légèreté du sensible. Et si certains se suffisent de la satisfaction de l'ordre, je crois qu'il y en a d'entre vous qui se sentent exaltés par l'explosion, et encore d'entre vous qui se sentent revivre dans une chaotique implosion. À chacun ses vulnérabilités, à chacun son désordre intérieur. Et de ces actes précédemment cités, où la légèreté du sensible est recherchée, ne devrions-nous pas penser à l'amour,
où l'extrait le plus pur de notre vulnérabilité est usé? L'amour, n'est-ce pas craindre son désordre intérieur pour finalement aimer celui de l'autre? Et j'irais même jusqu'à dire que le désordre est fondamental à l'amour. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel si ce n'est l'amour du désordre en l'autre? De ce premier argument, il est à retenir que le désordre est le vulnérable et que l'ordre n'a pas sa place dans sa vulnérabilité, il n'a pas d'importance. Dans un premier argument, j'aimerais m'intéresser à la dimension linguistique de cette œuvre. Là où le langage est un code, la parole ne serait que la mise en œuvre de ce code. La parole serait ainsi par définition le lieu d'ordre, car c'est l'utilisation du système de langue. Mais que nous dit une parole en désordre? Je pense qu'une parole en désordre nous demande de nous rappeler à l'implicite. Elle nous rappelle que la conduite doit suppléer à la parole qui se perd dans une exactitude exacerbée. Et je crois qu'est là ma plus grande vulnérabilité. J'ai grandi dans une famille où l'on ne parlait pas. Tout n'était qu'implicite. Mes mots n'avaient aucun pouvoir. Face aux mains battantes, j'ai contesté. J'ai imploré, je n'ai pas convaincu. Je me suis réconciliée avec la parole depuis. Voilà pourquoi je suis là. Mais pas avec l'implicite. Accepter l'implicite ou la parole désordonnée, c'est accepter tout le hasard qui découle des interactions en l'autre. Et moi, je ne le supporte pas. Accepter, c'est rencontrer, c'est accepter de rencontrer l'autre, qu'il me heurte encore dans toute l'humiliation de son silence, et que de mon histoire, ce qu'il me reste, c'est que j'ai peur de vous. Mais en réalité, ceci n'est que croyance. Renouer avec l'implicite, c'est renouer avec sa parole intérieure. C'est laisser son corps parler avant que l'esprit ne s'immisce et impose la parole ordonnée, obéissant aux règles inscrites. Dans cette œuvre où la parole est en désordre, il est à reconnaître l'implicite, la parole du corps, et que finalement la parole désordonnée est celle qui exprime notre désordre intérieur. La parole désordonnée, c'est l'implicite, et c'est la parole du désordre intérieur. L'ordre n'a pas d'importance, c'est le désordre qui en a. Pour commencer, il me semble essentiel de recentrer le sujet. L'affirmation que vous voyez est une œuvre d'art, que vous avez d'ailleurs sûrement déjà aperçue sur l'un des bâtiments de la plaine. Alors, tous ceux qui voudront vous mener sur le terrain de l'ordre comme synonyme d'autorité ou de hiérarchie, qui vous mentionneront l'ordre juridique, naturel ou encore religieux, feront défaut à l'œuvre. Cette œuvre aurait pour intention de nous mener à une introspection sur l'emprise de l'ordre sur nos vies et nos pensées. Alors ce soir, ensemble, donnons-nous dans l'intimité de cette salle le temps d'une réflexion en désordre. Merci. Votre préopinante a eu une approche un petit peu plus pragmatique. Elle nous a listé le nombre de professions qui seraient impossibles sans la formation qui les précède. Peut-être qu'en écoutant vos discours, elle vous dirait vous n'auriez pas pu prononcer ce discours sans avoir d'abord appris à parler. Qu'est-ce que vous répondez à cette approche? Je pense que ce que je peux répondre de mon histoire, c'est que j'ai appris à parler, mais j'ai appris à parler dans le chaos. J'ai appris à parler dans le désordre. Et finalement, la parole, j'en ai eu conscience que plus tard. J'en ai eu conscience que récemment, lorsque j'ai commencé l'éloquence. Et je pense qu'il faut se rappeler que c'est le désordre qui initie l'ordre, et pas l'inverse. Âgée de 19 ans, élève au collège, cette candidate a une passion pour le théâtre.
Membre d'une jeune troupe de comédiens avec lequel elle joue et crée des comédies musicales, Vanda, merci de l'applaudir. Cher public, vos estis virtutis, je vous félicite. Vous devez sûrement vous dire, mais qu'est-ce qu'elle vous dit là? Pourquoi est-ce que tout à coup, elle parle latin? Alors oui, je viens de dire, vous êtes vertueux en latin. Pourquoi le latin? Parce que c'est plus classe. Pourquoi la vertu? Parce que c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. La vertu, dans notre cas, c'est la disposition spirituelle de l'être humain à fuir le mal et à faire le bien. La vertu, c'est ce qui fait que vous payez votre verre à la terrasse lorsque vous partez, ou c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas prendre les bouquets juste devant les fleuristes sur le trottoir lorsque personne vous regarde. Bon, depuis tout à l'heure, il y a une phrase au-dessus de ma tête, désignée apparemment comme étant mon sujet, et dont je semble avoir fait abstraction totale. Encore une fois, vous devez vous demander qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-ce qu'elle nous parle de vertu, alors qu'elle devrait nous parler de toute autre chose? Mais justement, j'y viens. Vraisemblablement, selon ce qui est écrit en haut, la fin justifierait les moyens. Donc, peu importe comment vous y parvenez, l'essentiel, à terme, est la finalité. Or, cette thèse est à mon goût dépourvue d'humanité, car l'idée de vertu est complètement abandonnée. Cher public, tout comme j'ai fait abstraction de cette phrase au début de mon discours, cette phrase fait abstraction de la nature humaine dans sa signification. Elle a mis de côté, délaissé, négligé toutes les couleurs de notre âme. La vision du monde qu'elle projette est pire que manichéenne, elle est aveugle, car elle ne voit pas que lorsqu'il y a l'humain, il y a le bien, le mal, et toute la gamme qui vient entre ces deux notions. C'est là la dimension qui manque à cette déclaration. En omettant la morale, ce qu'elle provoque chez l'être humain, cette expression simplifie. Elle abrutit le monde qu'elle a comme devoir de décrire. C'est pourquoi, lorsqu'on introduit la morale dans notre sujet, les moyens pour parvenir à une finalité deviennent moraux et immoraux, justes et injustes, dignes et indignes. Et puisque vos estis virtutis, cher public, vous êtes vertueux, vous aurez tendance à aller vers le bien. Par conséquent, à choisir le moyen moral. Il faudrait à présent que j'illustre quelque peu mes propos, et justement, un exemple me vient en tête. Contrairement à ce que certains pourraient penser du fait que je ne sais pas ce que je fais ici, je sais très bien ce que je fais ici. Premièrement, je suis là pour vous montrer que j'ai raison et que tous les autres ont tort, mais je suis aussi là pour aller quérir ma place à la finale du concours roman d'éloquence. Maintenant, essayez de vous mettre à ma place et pensez à tous les moyens qui vous permettraient de parvenir à cette finale. Vous pourriez par exemple travailler jours et nuits sur votre discours, ou alors vous pourriez vous tourner vers un ami très éloquent pour qu'il l'écrive à votre place. La finalité est la même, la finale. Mais lorsque vous y parvenez par vos propres moyens, c'est bien plus gratifiant que lorsque vous y parvenez, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui a écrit votre discours. Maintenant, certains d'entre vous voudront contester ce que je dis là. Seulement, vous voilà arrivé trop tard. Nicolas Machiavel l'a fait bien avant vous. Cet humaniste du XVe siècle affirme dans son ouvrage « Le Prince » que tous les moyens sont bons pour parvenir à une finalité. Et ce, même s'il s'agit de moyens immoraux, tels que la ruse, l'intimidation ou le cynisme. Car les moyens moraux sont bien plus faibles et plus incertains, et ils diminuent les chances d'atteindre la finalité, ce qui, à terme, mène à la ruine. C'est très fort, très très fort, Machiavel, mais pas aussi fort que ce que j'ai dans ma poche pour te contrecarrer. Mon arme, Machiavel, c'est Dostoïevski et son ouvrage « Crimes et châtiments ». C'est un roman en 2 parties, Crimes et châtiments.
chacune décrivant une forme de violence différente. La première, c'est la violence du crime, bien sûr. Il s'agit d'un étudiant fauché qui va tuer une grand-mère pour son argent. Il la tue à la hache. C'est violent, certes. Mais la deuxième partie, c'est la violence de sa conscience. C'est la violence de la morale qui survient lorsque vous faites quelque chose d'immoral, car vous êtes rongé de remords. Et c'est là son châtiment. Voilà. Maintenant que Machiavel est à terre, je démolirai tous les autres contre-arguments, soit lors de la question du jury, soit à la fin du concours. Et donc, il est temps de conclure. Selon les moyens, la finalité aura un goût différent. Par conséquent, le flacon a son importance. Car lorsque nous usons de moyens immoraux, ceux-ci finissent par nous faire plus souffrir qu'autre chose. Par conséquent, nous, humains, tendons à aller vers le bien. Ce qui signifie, cher public, que vous êtes vertueux et je vous en félicite. Merci. Donc la fin ne justifie pas les moyens, mais vous n'avez pas l'air... Vous n'aviez pas l'air trop dérangé. Vous avez descendu Machiavel, vous avez détruit Machiavel, je crois, vous avez dit, et vos orateurs, vous allez montrer que vous avez raison et qu'ils ont tous tort. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'était immoral pour arriver à votre objectif qui est de gagner le concours ce soir? Alors, en effet, j'ai usé de l'intimidation pour parvenir à mon objectif. Vous avez bien raison. En revanche, je dirais que mon intimidation était plutôt gentille. Et je n'ai rien dit de concrètement très méchant contre mes adversaires qui sont très, très passionnés et éloquents, j'en suis sûre. C'est tout. Parisien de cœur et de sang, satignote de géographie, c'est à Genève ce soir qu'il brillera. Diplômé en relations internationales et sciences politiques, si une phrase devrait le définir, c'est que l'art oratoire est un sport de combat, et je ne dis pas ça parce qu'il est ceinture noire de taekwondo. Mesdames et messieurs, applaudissez Nabil Djarfi. Mesdames et messieurs, Dieu lui-même, quand il n'est pas trop occupé à siéger à la gauche de Bouba, pose un regard interrogateur et vertueux sur nous autres pauvres mortels. Et il interroge, et il regarde, et il constate, il conclut, et nous conseille parfois. Il y a de ça un mois, il a conseillé le club Genevois de débat pour le choix des sujets. Peut-être que la sourde oreille dont il n'a pas tenu de faire porter son jugement n'a pas été suffisante puisqu'il nous offre un sujet sur lequel nous devons argumenter qui veut noyer son chien, l'accuse d'avoir la rage, qui correspond beaucoup plus à une affirmation directe, soutenue et presque incritiquable. Et c'est pourquoi je vais prendre le pas de la facilité et vous expliquer en effet que oui, cette billevesée est effectivement une billevesée, est effectivement vraie. Tout d'abord, rentrons un petit peu dans la technique, dans le fait. Lorsqu'il s'agit de noyer son chien en l'accusant d'avoir la rage, il y a un élément à rapprocher ici, c'est évidemment que l'on suppose que l'on souhaite se débarrasser de quelqu'un, quel qu'en soit le moyen, quelle qu'en soit, à l'évidence également, la raison, et cette raison, elle n'est pas nécessaire, car quand on n'aime pas ou n'apprécie pas une personne, évidemment, on souhaite le voir disparaître. Alors, évidemment, hormis les tentations d'homicide qui peuvent arriver ici, c'est surtout jeter un anathème à quelqu'un.
Poser à quelqu'un un anathème et lui dire « tu n'es pas digne de faire partie de mon royaume ». Finalement, quand on pousse un peu la périphrase, on se rend compte qu'on ne veut pas vraiment de cette personne, quelles qu'en soient les raisons, et les raisons viennent naturellement pour évoquer ce rejet et ce refus. À l'évidence, si l'on pousse encore un petit peu l'explication sur ce que signifie cette phrase, se débarrasser de quelqu'un, on se rend compte finalement que c'est tout le monde entier en lui-même, l'humanité entière que l'on souhaite rejeter. Nous avons construit nos sociétés sur des beaux principes, sur des grandes idées, sur des belles choses que l'on évoque, que l'on essaie de tutoyer tous les jours, alors on se permet de faire passer notre arbitraire au-delà des autres. Une fois cette billevesée assez évacuée, il faut comprendre que le monde est soumis à cette illusion-là, celle que le soi vaut mieux que l'intérêt commun. Et pour le monde, et pour l'histoire du monde, et pour le droit, l'histoire du droit, vous repérerez évidemment un contemporain presque de Molière, selon où c'était Richelieu qui évoquait ceci, cette idée que l'arbitraire surpassera toujours la norme. Richelieu écrivait « Que l'on m'apporte 6 lignes du plus honnête homme, et j'y trouverai de quoi le faire pendre immédiatement. » Sur la base de 6 lignes uniquement. Molière l'avait repéré en 1972 déjà. Enfin, déjà sur le tard, vu qu'il meurt en 73. En écrivant ceci, il réitère l'œuvre de La Fontaine. La Fontaine lui-même écrivait dans Les Animaux malades de la peste « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir alors. » Ceci témoigne bien d'une chose absolue, c'est que quelle que soit la norme, quel que soit le droit, quelle que soit l'envie, la règle, on fera systématiquement passer au-dessus de soi nos volontés propres et notre arbitraire au-delà de la norme. Si on nous laisse le choix, si nous ne sommes pas retenus. Et Molière, quand il écrit ceci, quand il écrit Les femmes savantes, il a autre chose en tête. Il sait autre chose. Il sait qu'il a été refusé de l'Académie. L'Académie française, le Saint Graal de l'époque, une sorte de secret story à cet endroit-là de la littérature. On arrive donc à ce refus, ce rejet. Pourquoi il est refusé de l'Académie, Molière ? Il est refusé car il est également comédien. On le considère un petit peu comme un saltimbanque. On se dit et on rigole de lui. Il sera jeté plus tard à la fosse commune. L'indignité la plus totale. Et jeté à la fosse commune, accusé d'une rage particulière, celle d'avoir une passion. Alors, Molière écrira également ceci, donc, quand qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage, et cette rage, c'est sa profession même. Et moi, ce soir, mesdames et messieurs, je souhaite vous inviter à cette réflexion. Après 4 siècles, face à l'Académie française, dans ce débat stellaire, après 4 siècles, face à cette institution toujours en vie, observez et dites-nous, qui de Molière ou de l'Académie se revendique de qui ? La phrase, c'est qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage. Selon vous, pourquoi est-ce que la personne l'accuse d'avoir la rage? Pour se défausser soi-même ou pour se défausser vis-à-vis des autres? L'origine n'a pas réellement grand sens. On peut évidemment chamailler pour savoir s'il faut une apparence de raison, s'il faut avoir une apparence de justice, une apparence de logique. On peut se chamailler aussi pour savoir si l'on souhaite, par cette apparence, atténuer sa propre souffrance, car nous savons que nous n'agissons pas dans l'esprit d'impartialité, de neutralité et même de bien. Nous savons que par cet arbitraire, nous rompons avec nos propres
valeurs et celles que nous aimerions, ou nous disons aimer vouloir parachever sur notre société. Donc de l'origine, il n'y a pas vraiment d'importance, il n'y a que les faits, et comme je le répétais, sur 4 siècles plus tard, 4 siècles après, l'histoire est toujours juste vis-à-vis des grands hommes. Et cette justice d'appeler aujourd'hui la langue française la langue de Molière fait qu'il a gagné son pari sur l'Académie. Il a gagné même dans l'éloge que fera l'Académie française au moment de sa statue en expliquant qu'il était exceptionnel, plein de vertus, sauf évidemment au XVIIe siècle. Actuellement en master de droit civil et pénal, lorsque j'écrivais les descriptions, elle m'a transmis un message pour vous tous. Je cite « Je ne supporte pas l'injustice et puisqu'il paraît qu'on règle les conflits par la parole et non par les coups, je veux que mon discours fasse trembler ceux qui auront quelque chose à se reprocher. » Alors que les coups touchent le corps, elle aspire à toucher vos âmes. Merci d'applaudir Isamara. Cher merci, d'honorer soirez-vous, orateurs de présence, mesdames, chaque messieurs, à jury, votre ceux. Si l'ordre n'a pas d'importance, pourquoi vos visages expriment-ils une incrédulité si marquée? Parce que vous savez que l'ordre a de l'importance, ne serait-ce que pour la constructivité d'un échange. Cette phrase affichée derrière moi, si vous pouvez la lire, plusieurs raisons expliquent cela. Déjà, vous savez lire et vous avez une bonne vue. Félicitations. Ensuite, vos capacités cognitives vous le permettent et vous avez une bonne connaissance de la langue française. Vous m'en voyez ravi. Enfin, car contrairement à ce que cette phrase essaie de vous faire croire, les premières et dernières lettres de chaque mot sont placées à la bonne place. L'ordre du début et de la fin ont été respectés. L'illusion est dissipée. Alors oui, il y a aussi l'ordre alphabétique vous permettant de trouver rapidement un livre à la bibliothèque ou encore l'ordre à suivre pour une pâte à crêpes réussie. Mais la vie ne se résume pas au travail ou à la pâtisserie. Affirmer que l'ordre n'a pas d'importance, c'est faire preuve d'un profond manque d'humanité et de gratitude, surtout quand on sait que l'ordre, en tant que commandement, peut être la barque qui vous porte en enfer. L'ordre a de l'importance dès le moment où il impacte l'équilibre du monde et sa manière d'être façonné. Les ordres du dirigeant ou dirigé peuvent nous mener au chaos ou à l'harmonie. Dans les deux cas, ils sont importants. L'ordre numéro 227 émis par Joseph Staline en 1942 était important. Pas un pas en arrière. Je ne suis pas en train de vous supplier de rester, c'est le nom qui lui a été donné. Et comme son nom l'indique, cet ordre interdisait toute retraite sans permission, sous peine d'exécution. Je pourrais également évoquer la directive américaine d'envahir l'Irak, qui a résulté tout du moins un demi-million de victimes civiles. Réalisez-vous combien les exemples sont nombreux. Je ne vais pas vous énumérer toutes les fois où les ordres ont conduit au chaos, car je n'aurai pas assez de salive et personne ici n'est prêt à détourner le lac Clément pour me permettre de terminer. Retenez seulement qu'au fil des siècles, de nombreux conflits et guerres ont été déclenchés ou aggravés par des ordres. Ces ordres dictés aux armées ont souvent mené à la souffrance et à la mort. Aujourd'hui encore, ils continuent de mener à la souffrance et à la mort. Alors même que nous nous trouvons dans cette salle, des personnes vivent l'enfer. Combien en faudra-t-il avant que vous admettiez que l'ordre a de l'importance ? Que toutes ces vies volées ont de l'importance. La seule chose qui nous différencie de ces vies, c'est que personne n'a ordonné notre mort, mais notre sécurité. Vous pourriez être tenté de me répondre que ce n'est pas l'ordre qui est important, mais notre soumission, notre résistance à ce dernier. J'ai envie d'être d'accord avec vous, sincèrement, et quelque part je le suis. Seulement, vous et moi avons tort de penser cela. L'expérience de Milgram l'a prouvé. Même si cela va à l'encontre de leurs principes, les individus tendent à obéir aux ordres d'une autorité, surtout s'ils croient que cette dernière porte la responsabilité de leurs actions. L'autorité se manifeste
comme une force qui s'insinue dans l'esprit pour effacer les principes moraux et les convictions personnelles, ne laissant subsister que les mécanismes d'un pantin prêt à larguer des bombes atomiques sur des innocents simplement parce qu'il en a reçu l'ordre. Ces pantins sont ainsi réduits à un asservissement psychologique où l'obéissance devient synonyme de liberté. Votre propre vie est dictée par les ordres que vous imposez. Lève-toi, marche, tais-toi, obéis, arrête, écoute, repose-toi, persévère, réfléchis, agis, apprends, partage, pardonne, questionne, aime, rêve, avale. Ça, c'est ce que nous disent les politiques. Mais que ce soit de manière consciente ou inconsciente, les ordres que vous vous imposez façonnent votre identité ou assomment votre humanité. Vos idées, par ailleurs, sont directement issues de ce processus d'évolution. Dans le cas des pensées intrusives, vous savez, ces pensées qui surgissent lorsque vous vous baladez au bord d'une falaise et que tout à coup, il y a cette voix dans votre esprit qui vous dit « Et si tu essayais de sauter ?» Ou encore lorsque vous avez affaire à une personne particulièrement désagréable et que votre imagination vous offre une scène de tout ce que vous pourriez lui faire subir, tout en vous laissant entendre que vous pouvez rendre cette scène réelle. Ces pensées-là sont balayées par notre capacité à nous affirmer, par les directives que nous choisissons de suivre. Entendez-moi bien. L'idée n'est pas que vous ayez l'impression de vivre sous un régime autoritaire où vous êtes à la fois le dictateur et le citoyen. Réévaluez simplement votre relation avec les ordres reçus et donnés, que vous soyez parent ou enfant, ami ou amant, dirigeant ou dirigé. Les ordres que nous nous imposons peuvent nous pousser à trouver l'harmonie et agissent comme des boucliers contre le chaos qui peut émerger de notre propre intérieur. Grâce à eux, nous devenons maîtres de nos impulsions, échappons ainsi à l'esclavage de nos réactions instinctives. L'ordre a de l'importance dès le moment où il impacte l'équilibre du monde et sa manière d'être façonné. De par les ordres que nous nous imposons, nous avons tous et toutes à notre échelle une responsabilité dans cet équilibre. Vous avez beau considérer n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan, dites-moi, qu'est-ce que l'océan si ce n'est une multitude de gouttes d'eau? N'oubliez jamais qu'il suffit d'une seule goutte d'eau contaminée pour condamner tout un écosystème à être empoisonné. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez dit l'ordre mène au chaos. Exact. Est-ce que vous pouvez plus développer sur à quoi mène l'absence d'ordre? Si l'ordre mène au chaos, à quoi mène l'absence d'ordre? Alors, vous voulez spécifier dans quel domaine l'absence d'ordre? Non, ce que vous voulez. Ok. Alors, déjà, l'absence d'ordre émotionnel est ce qui peut pousser le plus un être à la folie. Pardon, dans le même contexte où vous avez dit l'ordre mène au chaos. Ok, donc l'ordre mène au chaos et la question c'est? À quoi mène l'absence d'ordre? L'absence d'ordre mène à la réflexion, à l'interrogation et au choix. Il nous amène à pouvoir choisir par notre propre volonté et envie. Génie de l'électronique et entrepreneur depuis ses 16 ans, lui qui maîtrise les complexités des machines et des horloges s'essaiera aux complexités de la rhétorique. Mesdames et messieurs, Safouane. Cher jury, mesdames, messieurs, bonjour. Dans un monde où le verre est souvent vu à moitié vide, permettez-moi aujourd'hui de prendre la vie au goulot. Oui, je suis jeune, j'ai même pas 20 ans, mais s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est qu'il faut s'enivrer. Et qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. On peut s'enivrer de toutes choses, que ce soit dans l'observation des étoiles étincelantes, éclairant nos échanges éphémères, ou dans les murmures mélodieux du matin qui marquent le réveil de miracles. Je regarde devant moi et je vois des visages, des sourires. Je vous vois, vous, tous différents, avec votre propre histoire, votre personnalité,
Mais, au fond, ne dirait-on pas une centaine de flacons? Ce qui crée des liens, ce n'est pas la manière dont on se présente, c'est l'authenticité. Vous savez, c'est ce moment où on partage quelque chose de vrai, quelque chose qui nous touche. C'est quand on voit des yeux qui pétillent d'ivresse. Vous savez, celle qui vient des corridors de nos cœurs, celle que l'on partage, les souvenirs que l'on crée, les rires, les larmes, tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais cette ivresse a besoin d'une essence. Et pour moi, cette essence, c'est l'amour. C'est le seul sentiment qui transcende les formes et les conventions, qui importe la manière d'aimer, pourvu que celle-ci soit là, vivant, véritable, inaltérable. Parfois, dans le mystère de la magie du moment, la seule chose à laquelle nous sommes invités à embrasser, c'est l'ambiguïté. Et justement, c'est dans l'incertain que finalement, nous nous invitons à l'invention. On crée des ponts, des paradoxes, ou bien on parade au-delà des apparences. Alors vous savez quoi? Ce soir, laissez-moi vous réciter une bouteille à la mer, de ma propre fabrique. Par-delà les monts, je rêve de toi. Au milieu de la foule, je ne vois que toi. Une passion brûlante, un amour sans égal. Longeant les rivages, je te cherche sans escale. Il était une fois un amour interdit, naviguant seul dans l'océan de la nuit. En vain, je t'ai cherché, car tu n'étais point éprise. Chaque jour sans retour, mon espoir se brise. Comme vous avez pu le comprendre, j'étais éperdument amoureux. Mais c'était comme une rivière qui coulait vers un lac qui ne voulait pas de son eau. Comme le Rhône rejeté par le lac de Genève. Pourtant, dans cette douleur, dans ce désir qui n'était pas partagé, j'ai découvert que ce n'est pas la réciprocité de l'amour qui fait le bonheur, mais c'est la beauté de ce que je ressentais. Mon amour était peut-être un flacon fissuré, mais l'ivresse de ses émotions était réelle, elle était pure. Alors, en cherchant un exutoire à mes peines, je me suis tourné vers la poésie. Chaque mot que je posais sur le papier était une catharsis, un voyage dans un monde où mon amour pouvait exister librement. Sans cette douleur qui me faisait si mal, la douleur du rejet. Alors, la poésie est devenue mon refuge. À travers des vers, j'ai apprécié l'amour pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il pourrait être. L'intensité de mes sentiments, même non partagés, était suffisante pour remplir mon âme d'une ivresse douce, très douce. Et j'ai appris au gré de l'écume des jours que le véritable éclat de l'amour, l'essence même de sa beauté, résonne dans notre habileté à aimer, loin des frontières de l'affliction figée. Ce n'est pas le miroir de la perfection que se mire notre désir, mais bien l'élan passionné et passionnel avec lequel nous désirons, notre quête ardente de l'extraordinaire. L'enchantement dans le simple acte d'aimer. Mon récit, tissé d'espérance, d'écho, démarrera peut-être une symphonie inachevée, mais au moins il m'a appris, il m'a légué le plus précieux des enseignements. C'est dans le ballet complexe de nos émotions, dans la valse imparfaite de nos amours, que se dévoile la véritable beauté de l'existence. Au sein de ce tableau vivant que nous peignons chaque jour, il y a un nectar dont la saveur transcende lorsqu'il est offert en partage. Le vin. À l'instar de cette ambroisie, les mots tissent entre nous des liens invisibles mais indélébiles. Ils sont le souffle de la vie, l'ardeur de notre quête de connexion. D'émotion, de chute et de rédemption, de savoir et de compréhension. Cette philosophie nous invite à évaluer les gens pour leur cœur et leurs esprits, non pas pour leur corps et leur verrerie. Invitons nos regards à transcender le visible, à plonger au-delà de la surface avec le cœur pour guide. Il faut vous enivrer sans trêve, mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise? Mais enivrez-vous, clamait Baudelaire.
Merci. Vous avez dit que c'était pas très grave si l'amour n'était pas réciproque, et vous avez parlé de quête ardente, de l'extraordinaire et de passion ardente. Je voulais savoir quelle est la différence entre la quête ardente que vous avez décrite et le harcèlement. C'est que dans cette quête ardente, au lieu de dire que la fin justifie les moyens, on change complètement de fin. On écrit. Et je ne sais pas encore si on écrit pour soi ou pour les autres, mais au moins on écrit. Et j'espère qu'en écrivant, on harcèle personne, parce que c'est bien les personnes qui nous lisent. Actuellement en bachelor de sciences de l'éducation, Salomé se passionne de pâtisserie et d'enseignement qui lui permet de passer des moments très précieux avec les enfants, ce qui veut dire que l'improvisation, elle connaît. Merci d'applaudir Salomé. Mesdames et messieurs, honorables invités, bonsoir. Ce soir, je vais vous prouver que la justification des actes extrêmes est une erreur, car cela conduit à des mensonges encore plus condamnables. Cette réalité s'appuie sur 3 éléments de la nature humaine: la lâcheté de l'homme, sa dépendance au regard des autres et son assujettissement aux normes sociales. Imaginez un homme confronté à une révélation des plus inattendues. Un soir d'été, alors qu'il s'adonnait au plaisir de la chair avec sa maîtresse, il réalise qu'un témoin clandestin les observe. Son perroquet. Le perroquet, étant un animal doté d'un mimétisme hors pair, répète toutes les expressions qu'il entend. Des paroles, des cris, des jurons, l'animal innocent s'en donne à cœur joie dans ce jeu. Le lendemain, l'homme reçoit sa femme et sa belle famille dans sa maison pour un dîner. L'oiseau en cage se met alors à répéter toutes les nouvelles expressions qu'il a entendues la veille. Pris au piège, l'homme, submergé par la honte et la panique, se retrouve confronté à un dilemme: mentir ou affronter la vérité. Dans un acte de lâcheté, l'homme accuse le perroquet d'être atteint de la grippe aviaire et le fait euthanasier 2 jours plus tard. Une situation totalement absurde, n'est-ce pas? Pourtant, derrière cette absurdité réside quelque chose de primordial. Une réalité profonde de la nature humaine, l'art de fuir les conséquences de nos actes. Lorsque nous ne sommes pas prêts à assumer nos actes, nous mentons pour nous dédouaner, révélant ainsi notre lâcheté en cherchant à éviter toute responsabilité par peur des conséquences. Mais devant la volière vide, que ressentira cet homme? Son mensonge aura-t-il calmé ses remords? Il aura peut-être sauvé temporairement sa relation, mais pour cela, il a sacrifié une vie innocente en y laissant des plumes. Oui, nous sommes tous guidés par des normes sociales et la peur de l'exclusion. Nous avons tous besoin d'être acceptés et valorisés par les autres, ce qui nous pousse à mentir et à dissimuler nos véritables intentions. Maslow l'avait très bien compris avec sa pyramide des besoins. Les besoins d'appartenance et d'estime de soi sont fondamentaux. Pour les satisfaire, les hommes sont prêts à tous les mensonges.
tels que « Oh, mais quel beau bébé !» ou encore « Non, chérie, tu n'as pas grossi, c'est simplement ton jeans qui a rétréci au lavage. » Mais en mentant, nous renonçons à notre authenticité. La peur de l'exclusion nous rend dépendants de l'image que nous renvoyons aux autres, nous poussant à mentir et à inventer des prétextes pour justifier nos actes, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement de la société. Oui, Kant avait raison. Une société basée sur le mensonge ne peut que s'écrouler. Toute action doit être érigée en une loi universelle. Ce que je me permets de faire, alors n'importe qui peut le faire également. Même si je mens en pensant agir de la bonne manière, que la conclusion conduira au bien d'une personne, je cours le risque de voir mon mensonge se répandre pour tous. Par conséquent, ma parole n'aura plus de valeur. Elle perdra toute sa force. Oui, nous devons considérer les autres comme une fin, tout en les respectant. Ne jamais s'en servir comme moyen pour atteindre un but. On ne doit pas atteindre l'ivresse par n'importe quel flacon. Ainsi, le proverbe qui veut noyer son chien l'accuse d'avoir la rage, met en lumière l'erreur de chercher des excuses pour camoufler nos actions. Nous devons avoir le courage d'affronter nos erreurs et d'agir justement. Cher auditoire, votre destin vous tend les mains. Deux voies s'offrent à vous. La voie de la lâcheté, la voie très peu morale, ou bien un chemin de justesse, un chemin où vous devriez assumer les conséquences de vos actes. Merci. Quand est-ce que le mensonge est justifié? Je pense qu'en aucun cas, le mensonge est justifiable. Je pense qu'il faut même revenir à la source même du mensonge, puisque l'acte même qui a mené au mensonge n'est pas justifiable. Et c'est sur ça que nous devons nous questionner. Merci beaucoup. J'invite maintenant le jury à se retirer avec Thomas. Et vous restez avec moi. Je vois, vous vous levez. Il y a des votes à faire, en fait. Restez là. Voilà. Non, les participants, vous n'avez pas le droit de voter. Non. Oui. Et d'ailleurs, je tiens à remettre quelque chose dans le contexte. Vous avez le droit qu'à un seul vote. L'application qu'on utilise montre lorsqu'il y a plusieurs votes venant de la même adresse IP. Donc si vous votez plusieurs fois, malheureusement votre orateur sera disqualifié. Que ce soit un vote ou plusieurs en plus, il sera quand même disqualifié. Je vais maintenant demander aux orateurs de venir derrière moi sur le podium, le public et le prochain podium. Venez, levez-vous. Mettez-vous sur l'ordre, oui. L'ordre a de l'importance, donc mettez-vous en ordre. Magnifique! Et maintenant, à vos QR codes. Donc, on a... Ça fait trop Miss France, je suis désolée, je suis trop heureuse. C'était mon rêve. Anastasia, Alice, Cyril, Vanda, Nabil, Isamara, Safouane, Salomé. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions sur les discours aux candidats? Parce que le jury a eu le droit de poser toutes leurs questions aussi méchantes soient-elles. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question à l'un des candidats sur son discours?
Une question pour Théno. Jérémy qui tire ses chaussures. Une question pour Théno. Oui. J'ai une question pour ce très cher Safwan, car son discours m'a réellement bouleversé et ému quand il nous a fait part de sa peine de cœur malheureuse. J'aimerais simplement savoir pour lui s'il a pu y remédier d'une manière ou d'une autre et trouver sa dulcinée. Je l'espère. Merci. La poésie. Ce sera bref. La poésie. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Vous pouvez aussi lancer des défis, hein, en mode faites un discours sur... Moi j'ai un défi pour Nabil avec ta bouteille d'eau. Ouais, j'ai entendu parce que t'es venu avec ta bouteille d'eau. Est-ce que tu peux plaider en quelques secondes sur l'eau gazeuse contre l'eau plate? Voilà. Pose ta bouteille. Tu as besoin de micro. Tout de suite à main levée, qui préfère l'eau plate à l'eau gazeuse? Simple, bête, méchant. L'eau plate, l'eau gazeuse, tout. Ok, baissez les mains, ceux qui préfèrent l'eau gazeuse à l'eau plate. Alors, je suis pas très bon en maths, mais il y en a au moins un ou deux qui n'ont jamais bu d'eau dans la salle. Une preuve, un élément, une molécule, gazeuse, elle est ici, elle est là, regardez, elle est là. Okay. Cette eau gazeuse correspond non pas seulement en apparence à des bulles, à des choses un peu frivoles, non, correspond à un véritable problème. Je vois vos regards un peu hagards, je me dis, comment va-t-il réussir à expliquer que l'eau plate est meilleure que l'eau gazeuse? Alors, sachez déjà qu'on parle d'un sujet extrêmement important. Extrêmement important, pourquoi? L'accès à l'eau est l'une des premières disparités socio-économiques entre les hommes. Donc on ne parle pas de quelque chose d'un peu rigolard. On parle de quelque chose de sérieux. L'eau gazeuse, maintenant. Et pour nous, en Suisse, et particulièrement chez les Bourbis, l'eau gazeuse est un luxe bourgeois. L'eau gazeuse est une addition à ce qu'est déjà l'eau naturellement. L'eau gazeuse est, disons-le franchement, un crachat à la figure du prolétariat. Mesdames et messieurs, quand vous êtes à la COP, à Manor, en ce qui me concerne, mais quand vous êtes à la COP, prenez garde, regardez bien les choses, car chaque fois que vous prenez cette eau gazeuse au-delà de l'eau plate, pensez à cet Érythréen. Je vous vois rire, il y a rien de drôle derrière. Pensez à cet Érythréen, qui lui n'aura jamais la chance de goûter à cette eau, ou même de goûter une eau plate, potable. Pensez à ce Soudanais. Pensez à Nabila, je ne sais pas pourquoi je la cite, mais elle doit être là quelque part. Pensez à ce que vous faites quand vous achetez, car quand vous consommez, vous êtes un acteur politique. Quand vous consommez, vous êtes un acteur social. Et partagez un peu la peine des autres. Consommez de l'eau plate, mesdames et messieurs. C'est de votre dignité. L'eau n'est pas seulement en crise chez les Soudanais et les Africains, en fait. Elle est aussi en crise chez les Américains. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui, moi j'aurais une question. Puisque l'un d'entre vous va aller nous représenter face à la Suisse romande, j'aimerais que vous m'expliquiez, pas que vous me prouvez, mais que vous m'expliquiez pourquoi Genève, c'est le meilleur canton. Qui sont Safwan? On a le lac de Genève. Franchement, ça parlait beaucoup là il y a quelques minutes et là, il n'y a personne qui veut parler. C'est votre canton, hein, c'est pas le... L'année passée, Genève a fini 2e au CRE. Donc je pense que cette année, il est nécessaire qu'on montre aux Vaudois qu'on est les meilleurs et aux Fribourgeois, qu'on impose notre supériorité.
Alors, je vous le dis d'avance ce soir, maintenant que vous avez déjà voté, je suis française. Mais s'il y a bien une chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait mes études, une partie de mes études à Fribourg, dans le canton de Fribourg. Et ce que le canton de Fribourg m'a appris, c'est que Genève est bien la meilleure ville en Suisse. J'ai fait 1 an et puis je suis revenue. C'était atroce, j'ai rencontré les Valaisans, ce qui était une super expérience, ils sont très festifs. Mais voilà, pour l'avoir vécu, je sais désormais qu'en Suisse, Genève est le meilleur canton. Et nos jurés ont fait, je pense, peut-être un des meilleurs classements et une des meilleures prestations de jugement que je n'ai jamais vues. J'ai fait un concours. Bon, c'est pas assez pour vous dire, mais on y est presque. Enfin, tout ça pour vous dire quelques mots de président et d'anciens concurrents, et puis après je laisserai la parole très rapidement. Merci. Merci aux orateurs, merci aux juges, et merci à vous. Merci d'avoir répondu présent, merci d'avoir écouté, merci de vous être livré, merci de nous avoir jugés. Sur le classement du jury, vous avez eu, mes chers jurés, un œil aiguisé. Mais œil aiguisé ne veut pas dire commun. Et parfois, la technicité laisse place à l'opinion commune. Ce n'est pas le cas ce soir. Comme quoi, dans le talent, nous nous sommes tous retrouvés. Vous avez retrouvé le public et le public vous a trouvé aussi. Je vais, si vous le permettez, annoncer les résultats en ne parlant que du podium. En 3e position, pour son jeune âge, pour sa lucidité, pour parfois ces écarts qui étaient toujours maîtrisés, j'appelle Madame Vanda. Bravo. Une phrase, 10 secondes. 10 secondes. Un truc à dire. Merci de m'avoir écouté. En 2e place, pour son jeune âge également, pour son habillement aussi, mais pour sa maîtrise d'un thème duquel il a allié plusieurs autres sous-thèmes, j'appelle en 2e place Monsieur Safouane. Merci. Merci à vous pour votre confiance. Merci au jury aussi. Merci beaucoup. Et enfin, pour couronner ce concours Genevois d'éloquence, cette 6e édition, pour l'ordre qu'elle n'a pas respecté. Alors ça ne limite pas le nombre de candidats. Pour son expression personnelle, pour s'être livré, pas forcément plus que les autres, mais peut-être avec plus de ferveur, pour nous avoir fait grâce de son passé et nous avoir offert son futur. Cyrine, bravo. Je vous remercie infiniment d'être là ce soir. Je remercie bien évidemment le jury, le Club Genevois de débat pour toute l'organisation. Je vais m'arrêter là parce que... Mais voilà, je remercie aussi ma famille et tous mes proches d'être là. Et j'espère que ces mots auront touché peut-être certains d'entre vous, mais surtout que s'il y en a d'entre vous qui devaient être réconciliés avec la parole, que ce soir aura été l'occasion pour.
Merci beaucoup. Pour un petit retour personnel, Maître Mitra Sorabi va nous faire l'honneur de sa sagacité et de son talent. Maître Mitra Sorabi. Non, vous m'entendez? Mais je préfère ça. Ok, voilà, merci beaucoup. Vous voulez tous aller boire un verre? Eh ben non, voilà. Merci beaucoup, vraiment, c'était une belle expérience. C'est la première fois que je participe, très bien organisée et très bien habitée par ces 8 candidats. Je suis très impressionnée par leur jeune âge et par leurs prestations. Vraiment, moi qui commence à vieillir un tout petit peu, c'est d'autant plus impressionnant. Alors effectivement, je suis plus habituée au Berryer, comme je crois Thomas l'a rappelé. Bon, je te ferai les vannes sur ta petite intervention du début après, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et j'aurais voulu être un peu plus bienveillante avec vous. Vanda, je vais vous appeler par vos prénoms si vous me permettez. Vanda, vraiment, quand on m'a dit votre âge, je me suis dit mince, ça pourrait être ma fille. Donc déjà, c'était un tout petit peu dur au début pour moi. J'ai été absolument impressionnée par votre capacité à ne pas du tout vous faire démonter, non seulement pendant le discours ou quand elle est arrivée. Elle a vraiment habité ce pupitre, ce qui n'est franchement pas très facile, pas très attirant, hein, ce pupitre. Et puis surtout pour la réponse où vous avez regardé dans les yeux le jury et vous avez répondu en 2 secondes. Vraiment, félicitations, vous méritez votre place. Cyrine, vous avez dit accepter le désordre et de vous rendre vulnérable, et c'est précisément cette vulnérabilité que vous avez maîtrisée à la perfection et que vous avez partagée avec nous qui a fait que nous, en tout cas les 3, nous avons été tout à fait séduits. Anastasia, vous avez dit qu'il ne fallait pas recourir trop longtemps à l'ironie parce que ça fait désordre. Alors c'est vrai que moi qui suis très ironique dans ma vie quotidienne, ça m'a fait un peu de peine. Mais enfin, vous nous avez laissé démêler le fil de la discorde, et c'est une citation de votre part que je retiendrai car je la trouve très juste. Je vais un peu vite hein, pour éviter que le vin ne tourne. Alors, Issamara. Issamara, vous avez dit votre vie est imposée par les ordres, et notre vie est imposée par les ordres que nous nous donnons. C'est matière à réflexion pour le public, c'est extrêmement juste. Je n'avais jamais réfléchi à ça en ces termes, et peut-être qu'il serait bon que nous nous donnions moins d'ordre à nous-mêmes et aux autres aussi peut-être. Nabil, alors Nabil, beaucoup d'aisance dans le propos. Vous avez dit on souhaite se débarrasser de quelqu'un, quelles que soient les raisons, et vous avez développé un tout petit peu ce qui m'a fait un peu peur pour la sortie de cette salle, puisque vous avez alors beaucoup de facilité à vouloir vous débarrasser des gens. J'espère que vous ne nous tiendrez pas à ombrage de ne pas être sur le podium. Alice, l'ivresse pour vous est une inspiration créatrice. Nous avons été tout à fait inspirés par votre propos, donc merci de nous avoir rendus ivres ce soir. Safouane qui prend la vie au goulot, j'ai beaucoup aimé ça. Et vous avez dit les mots tissent entre nous des liens indélébiles, des liens invisibles et indélébiles. Et c'est finalement ça, l'art oratoire, c'est de permettre de réunir une veille de Vendredi Saint autant de monde pour venir écouter ces étudiants brillants. Je trouve que vous avez très bien résumé la raison d'être de ce concours. Salomé, vous avez dit votre destin vous tend les mains. Je vois 8 destinées qui sont absolument brillantes devant moi. Merci de nous l'avoir rappelé. Longue vie à ce concours magnifique. Et je vois 8 personnes qui ont des destins absolument fantastiques. Merci d'avoir partagé les prémices de votre carrière d'orateur avec nous. Merci beaucoup. C'est déjà la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. À l'aide. Et on recommence. Oui. Oui, navré, vous allez devoir rester encore un peu plus longtemps. Vous m'entendez aussi comme ça? C'est mieux comme ça. Je vais enlever ça. Merci beaucoup. C'était vraiment un honneur pour... je pense que je parle pour tout. C'est ma faute. J'ai détruit ce concours. Je suis désolée. On était honorés.
nous membres du jury, d'écouter tout le monde, tous ces magnifiques exposés. On était également honorés d'avoir à les départager et à les classer, mais on était bien plus embarrassés pendant cette activité-là, parce que c'est évidemment des prestations qui sont techniques, mais qui sont aussi artistiques et qui, par définition, ne font pas l'unanimité. J'aimerais juste vous donner quelques indications sur, en tout cas pour moi, ce qui anime cette pondération. Et Iba a parlé d'architecture au début, et je vais tenter un peu hasardeusement de surfer là-dessus. Mais effectivement, vous avez un édifice, et puis pour moi, ce qui est très important, c'est que dès l'entrée de la présentation de cet édifice, on sache par quelle est l'entrée en matière, et qu'on sache très vite quels sont les étages qu'on va parcourir, et qu'on nous accompagne au fil de ces étages, et à chaque étage qu'on nous fasse un petit peu l'argumentaire suivant et les liens de connexion pour s'assurer que cet édifice est bien bâti, et si on en a le luxe encore de rajouter quelques ornements, jusqu'à arriver tout en haut de notre démonstration, la fin de notre discours, le sommet, et là vient la chute. C'est aussi très important à la fin de votre discours qu'on comprenne que c'est la fin de votre discours, et cette chute, elle peut être une envolée lyrique un petit peu classique, ou ça peut aussi être quelque chose de complètement catastrophique mais assumé. Et chacun a pu mettre sa part de subjectivité, et je vous félicite pour ça. Et je vous encourage à continuer. Et on peut donner tous les conseils qu'on veut, mais évidemment le conseil ultime, c'est de se lancer le plus tôt possible, et d'essayer des choses. Et je dois féliciter l'ensemble des candidats qui méritent encore un tonnerre d'applaudissements pour s'être lancés, que ce soit la première fois ou pas d'ailleurs. Donc bravo à vous toutes et tous. Alors, très rapidement, parce qu'on en a tous marre, je pense. Déjà, bravo, vraiment. Ils ont déjà tout dit, mais continuez à prendre le risque, à monter sur un podium et à parler aux gens. On a tous vu chez vous un grand potentiel de devenir des très grands et très grandes oratrices et orateurs. Donc, continuez, absolument. Moi, mon expertise, c'est moins tout ce qui est rhétorique, éloquence, tout ça, et c'est plus la forme, donc comment capter et retenir l'attention des gens. J'ai noté des petites choses pour chacune et chacun d'entre vous. Si vous avez envie que je vous en parle après, n'hésitez pas, mais vraiment bravo. C'était très difficile de les partager pour la plupart. On n'était pas d'accord sur tout, du tout. Donc vraiment, c'était très difficile. Bravo, et à la prochaine. Merci beaucoup à tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin. Les portes exploseront bientôt de cette attente. J'espère que vous avez apprécié la soirée. Petit instant pub. Le Club Genevois de débat organise de nombreux événements. La prochaine étape de ce concours, c'est le concours roman d'éloquence, auquel je veux tous vous voir, car ça se passera le 19 avril dans l'auditoire d'à côté. Un auditoire bien plus grand, avec beaucoup plus d'enjeux, certes, mais ne déméritons pas. Je pense, et je reprendrai les mots de l'année dernière, je pense que Genève est bien armée pour buter les rupestres dans leur campagne. Comme je vous l'ai dit, le Club Genevois de débat est une association étudiante qui ne repose que sur les efforts des bénévoles. Si vous souhaitez nous faire un don, il n'y aura personne pour vous tendre la main ensuite, mais vous avez ce QR code qui, je l'espère, saura compter quelques grâces à vos oreilles et quelques pièces à votre porte-monnaie. De manière générale, et enfin, pour finir, et après je vous jure, je vous laisse partir, je veux à nouveau remercier nos sponsors et nos mécènes, dont certains sont dans la salle, ces organes, ces entreprises, ces cœurs aussi qui battent et qui nous ont accompagnés et qui n'auraient pas pu faire en sorte que ce concours soit possible. Je remercie à nouveau avec toute la ferveur, cette ferveur qui me fait presque bégayer tellement j'ai envie que ça se repasse, tellement j'ai envie que les concours, le Club Genevois de débat et le concours roman d'éloquence et le concours Genevois d'éloquence se reproduisent l'année prochaine avec les mêmes sponsors ou d'autres
Je remercie cette année, avec toute ma chaleur et ma ferveur, la commune de Gentot, la commune de Vendeuvre, la commune de Satigny, la commune de Bernay, la commune de Colonie, la commune de Meignier, la commission de gestion des taxes fixes de l'Université de Genève et expressionorale.ch. Merci beaucoup.